après l'estomac, c'est l'intestin grêle. Et d'habitude, on a des beaux plis. Et là, on a un aspect complètement en mosaïque. Vous le reverrez plus tard quand on parlera de la maladie cœliaque. Un aspect en mosaïque craquelé, avec un peu une disparition des plis duodénaux. Donc ça, c'est un aspect endoscopique déjà de maladie cœliaque. Et normalement, quand on fait des biopsies et qu'on les étudie au microscope, dans un intestin grêle normal, on a des belles villosités intestinales. Et là, au cours de la maladie cœliaque, tout est plat. Ça, c'est complètement aplati. Et en compensation, il y a une hyperplasie des cryptes. Voilà. Donc ça montre que typiquement, il y a une destruction de tous ces entérocytes. Là, c'est complètement aplati. Et on a une hyperplasie des cryptes. Donc ça permet de poser le diagnostic après avoir fait les anticorps antitransglutaminase, vraiment de maladie cœliaque qui est l'intolérance au gluten et dont le traitement repose simplement sur l'exclusion du gluten de l'alimentation. Ça arrête la maladie auto-immune, ça arrête la destruction de l'intestin. Et l'intestin régénère et les villosités repoussent. Alors, quelles sont les autres explorations du grêle en dehors des explorations fibroscopie œsogastro-duodénale et coloscopie? La fibroscopie œsogastro-duodénale, elle va jusqu'au 2e duodénum. L'iléocoloscopie, elle permet de voir la fin du grêle iléon. Et bien sûr, entre-temps, le reste du jéjunum et l'iléon ne sont pas explorés. Donc, vous allez avoir, on a maintenant à notre disposition à la fois des examens radiologiques et des examens endoscopiques qui permettent de voir le grêle qui n'est pas exploré par la fibroscopie œsogastro-duodénale et par l'iléocoloscopie. Alors, anciennement, on utilisait beaucoup le transit du grêle, on l'utilise moins. On utilise de plus en plus entéroscanner et entéro-IRM concernant les examens d'imagerie. Voilà, le transit du grêle, c'était ce qu'on faisait avant, mais ça avait une faible rentabilité diagnostique et c'est vraiment pas très prescrit. Par contre, maintenant, ce qu'on fait beaucoup, c'est l'entéroscanner. On fait un scanner en faisant absorber au patient du PEG pour distendre le grêle. Et vous voyez que là, vous avez une belle sténose de l'intestin grêle qui pourrait, par exemple, faire suspecter une maladie de Crohn avec une dilatation du grêle en amont. Et puis, en dehors de l'entéroscanner, alors l'entéroscanner, c'est bien, mais en même temps, c'est irradiant. Donc, chez les gens qui ont des maladies chroniques, comme les patients jeunes qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin, à force, ça peut, à force, vous savez, à force d'irradier, on peut favoriser des cancers. Donc, on essaye d'être économe en entéroscanner. Alors, il y a ce qu'on appelle l'entéro-IRM, c'est une IRM de l'intestin grêle. Pareil, on fait boire aux patients du PEG pour distendre le grêle. L'intérêt, c'est que c'est pas irradiant, donc on est plus économe en termes d'irradiation. Et ça permet de voir s'il y a des sténoses, ça permet aussi de voir s'il y a des polypes, des tumeurs, des choses comme ça. Et c'est important pour les patients jeunes qui ont des maladies chroniques du grêle pour pouvoir leur en faire souvent. Alors, après les examens radiologiques, maintenant, on a ce qu'on appelle la capsule endoscopique. C'est une capsule qu'on avale, je vais vous montrer, qui permet de voir le grêle. Et puis, lorsqu'on a la suspicion à la capsule d'une anomalie, on peut après faire l'entéroscopie, qui est une endoscopie spécialisée du grêle. Alors la capsule, vous voyez, vous l'avalez, vous portez un petit boîtier, vous bougez, et après, on peut voir le film récupéré par le boîtier tranquillement et analysé. Ça, c'est la capsule qu'on avale, donc c'est comme un gros comprimé, en fait, qui a une caméra qui permet de filmer pendant tout son transit dans l'intestin grêle. Là, c'est le boîtier qu'on porte, que le patient porte. Et en même temps, on peut voir où est la capsule. La capsule envoie les images dans le boîtier, le film, et on peut voir où en est la capsule qui va transiter dans l'intestin grêle. On met bien sûr des espèces d'électrodes sur le patient, en même temps qu'on lui fixe le boîtier. Alors, je vais vous montrer ça. Ça fait des films dans le grêle. Donc là, vous avez par exemple un aspect très en mosaïque d'une maladie cœliaque. Et là, vous avez une maladie de Crohn avec, vous voyez, des espèces d'ulcérations aftoïdes. Parce que parfois, la maladie de Crohn, ça peut atteindre le côlon, mais parfois, il y a certaines maladies de Crohn qui n'atteignent pas du tout le côlon. Et dans ces cas-là, ça c'est du grêle normal, ça, c'est du grêle pathologique. Quand ça n'atteint pas le côlon, que ça atteint juste le grêle, il faut parfois avoir une capsule pour faire pour vérifier qu'il y ait des lésions. Mais c'est bien d'avoir fait les examens d'imagerie avant pour éviter qu'il y ait une sténose, parce que s'il y a une sténose, la capsule se bloque en amont de la sténose. Donc, si vous faites un bilan fibroscopique, coloscopique, que vous suspectez une maladie de Crohn, mais qu'il n'y a pas, vous vous dites, tiens, je vais faire une capsule, c'est bien, mais d'abord, ça serait bien de faire un examen d'imagerie entéro-IRM ou entéroscanner,
avant de faire prendre la capsule, parce que s'il y a une sténose, ben, la capsule, elle est bloquée, quoi. Et donc là, il faut aller la chercher, soit endoscopiquement, soit chirurgicalement. Ça, c'est du grêle normal, des belles villosités. Là, dans la maille cœliaque, vous voyez, plus du tout les villosités, elles sont toutes trapues. Et là, ça, c'est du grêle normal, mais là, c'est du grêle pathologique avec une belle ulcération aftoïde de Crohn. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, par exemple, ça, c'est un polype du grêle. Ça, c'est un ascaris dans le grêle. Ça, c'est des images de capsules. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui avait une anémie chronique et en fait, c'était un saignement par angiodysplasie. Angiodysplasie, c'est des petits vaisseaux parfois qui saignotent dans le grêle. Alors, si on voit ça, après, on localise. On voit si c'est dans le jéjunum ou dans l'iléon. Et on va aller avec un grand tube, comme je vous montrais, un entéroscope pour aller coaguler ce genre de lésion pour éviter que ça saigne de nouveau. Ça, c'est une tumeur carcinoïde de l'intestin grêle. Là, un adénocarcinome, mais là aussi, il faudra faire une endoscopie pour aller faire une entéroscopie pour aller faire des biopsies pour confirmer le diagnostic. Et là, vous avez du sang, c'est une hémorragie active. Donc, c'est vrai que la capsule, elle est intéressante quand vous avez notamment des anémies inexpliquées ou que vous suspectez un Crohn, mais que vous n'avez pas de lésion de Crohn sur les endoscopies classiques. Alors, comme je vous l'ai dit, la capsule c'est bien, ça fait du dépistage, mais après il faut, notamment s'il y a des tumeurs ou s'il y a d'autres lésions, aller faire la confirmation de diagnostic. Et on a pour ça ce qu'on appelle l'entéroscopie. Alors avant, on prenait de grands tubes et puis on poussait le tube, mais on pouvait voir que 1,20 m de jéjunum et ça pouvait beaucoup boucler et maintenant c'est abandonné. Maintenant, ce qu'on a, c'est l'entéroscopie double ballon. Donc en fait, il y a sur l'endoscope un overtube, un tube qui recouvre l'endoscope, qui a 2 ballons, et les ballons permettent de s'accrocher au grêle et de retrousser le grêle sur l'endoscope qui est à l'intérieur de l'overtube. L'overtube, c'est un truc en plastique qui recouvre, c'est ça, qui recouvre l'endoscope qui est à l'intérieur, et on gonfle les ballonnets pour avancer et retrousser le grêle sur l'endoscope. Et du coup, ça permet de beaucoup plus progresser que le simple tube. Ça permet d'explorer 2 à 3 mètres de grêle. Ça a une meilleure rentabilité diagnostique. Et ça permet notamment de traiter, comme je vous ai montré tout à l'heure, cette angiodysplasie là. Ça, quand on est devant, avec l'entéroscope, on peut prendre une sonde de plasma argon et puis on crame, quoi, on coagule. Donc ça, c'est quand même très, très satisfaisant, où on peut enlever des polypes. Donc là, vous voyez, en vert, c'est l'overtube, à l'intérieur, c'est l'endoscope, et puis on progresse en poussant l'endoscope en marron, on gonfle le ballonnet de l'endoscope, et après on repousse l'overtube, après on repousse l'endoscope, enfin bref, il y a un ballonnet sur l'overtube et un ballonnet sur l'endoscope, et à force, on avance en retroussant le grêle sur l'endoscope. Donc ça, c'est quand c'est ouvert, on voit que peu à peu, on progresse avec l'entéroscope pour explorer le grêle. Alors, on peut aussi, ça c'est par voie haute, on passe par la bouche, mais on peut aussi passer par voie basse. Donc, il faut remonter tout le cadre colique, aller dans les dents terminales. Là, on gonfle le ballonnet et puis on explore le grêle par en bas. C'est ce qu'on appelle l'entéroscopie basse, où on peut explorer 1,5 m de grêle à 2 mètres. Par le haut, on peut explorer 2,5 m à 3 mètres. Donc, vous voyez que maintenant, quand même, pratiquement, on peut pratiquement explorer tout le grêle. D'ailleurs, on peut faire un tatouage quand on cherche une lésion. On passe par le haut, par une entéroscopie haute, double ballon, et là où on a été à la limite de la progression, on fait un tatouage à l'encre de Chine. Et puis si on n'a pas trouvé la lésion, après on passe par le bas, par le côlon, on remonte le grêle, et puis là aussi, à la limite de progression, soit on arrive à trouver le tatouage du haut, soit sinon on marque la limite de progression avec un nouveau tatouage. Et après, si vraiment on suspecte qu'il y a une lésion, ça sera chirurgical, mais au moins le chirurgien, il va avoir les 2 tatouages, quoi, et il va savoir un peu où va se trouver la lésion, sachant qu'on peut même faire maintenant une entéroscopie péropératoire. Alors c'est beaucoup plus facile l'entéroscopie péropératoire parce que carrément c'est le chirurgien qui pousse votre tube dans le grêle, et là on lui permet de lui repérer la lésion, et après il n'a plus qu'à enlever la lésion. On est au bloc. On va au bloc, le chirurgien il est là, il ne sait pas où est la lésion parce qu'elle est dans la lumière du grêle, et puis on pousse le tube par en haut, voire par le bas, il la pousse avec la main, donc c'est vachement plus facile, et du coup on repère la lésion à enlever, quand par exemple ça saigne.
Bon, vous n'avez pas besoin d'entéroscope pour le diagnostic du malaise cœliaque. Mais pour une lésion hémorragique qu'on n'arrive pas à trouver, effectivement, ça c'est pour vous montrer que c'est une méthode d'exploration du grêle quand même qui est vachement utile. Alors, il y a même l'entéroscopie spiralée, mais ça c'est un peu plus différent, où en fait on progresse grâce à une spire, mais c'est plus traumatisant pour le grêle que l'entéroscopie double ballon, et du coup on la fait quand même beaucoup moins. Voilà, alors typiquement, comme je vous ai dit, c'est vachement utile sur un plan thérapeutique pour coaguler au plasma argon des angiodysplasies. Là, c'était une angiodysplasie qui était responsable chez quelqu'un qui saignait. À chaque fois, on lui faisait fibroscopie œsogastroduodénale, coloscopie, on ne trouvait pas. Et puis, on lui a fait entéroscopie, puis on trouve... on lui a sans doute... Non, en fait, avant l'entéroscopie, on a fait capsule. La capsule, elle permet de localiser en fonction de là où on en est. Elle dit, ah bah voilà, c'est à 2h30, donc on est à peu près dans le jéjunum médian, etc. Donc, ou alors elle vous dit que c'est à 4 heures. Alors là, c'est carrément plus loin, c'est pas loin du côlon, avant qu'elle passe dans le côlon. Donc, selon qu'elle dit que c'est 4 heures ou à 2 heures la lésion, eh ben, vous allez prendre soit une entéroscopie haute, si c'est à 2 heures, pour aller chercher l'angiodysplasie par le haut, soit si on vous dit que c'est à 4 heures, vous allez remonter tout le cadre colique, vous allez faire une entéroscopie basse, parce que vous savez que la lésion, elle est à la fin du grêle. Bref. Vous y allez, et une fois que vous la trouvez avec votre entéroscope, vous prenez la sonde là dans l'entéroscope, vous sortez votre sonde de plasma argon, puis vous coagulez là. Voilà, ça c'est après la coagulation. Et ça permet comme ça de traiter les gens et d'éviter qu'ils aient tout le temps des saignements. Les angiodysplasies, on en trouve souvent chez les gens qui sont insuffisants rénaux dialysés ou des gens qui ont des problèmes vasculaires ou qui sont sous anticoagulants. Donc c'est pas que ça soit c'est pas du tout cancéreux, mais c'est des petites lésions vasculaires qui saignent et par contre, qui peuvent entraîner des grandes pertes de sang. Et à un moment donné, il faut stopper ces hémorragies. Alors ça, c'est un gros polype qui a été enlevé grâce à une entéroscopie dans l'intestin grêle. Donc ça a permis quand même l'entéroscopie, parce qu'avant l'entéroscopie, c'était chirurgical, on opérait tout le temps les gens. Donc l'entéroscopie quand même, maintenant, ça permet d'éviter un certain nombre d'interventions chirurgicales. Donc entéroscopie, c'est exploration endoscopique du grêle. Voilà. Donc, un petit truc sur les hémorragies d'origine grêlique, parce qu'on est quand même sur le grêle. Vous pouvez avoir, quand vous avez du sang dans les selles, ce qu'on appelle du méléna, c'est du sang noir digéré dans les selles, ça a une odeur nauséabonde. Et ça veut dire que généralement, la cause hémorragique, elle est soit dans l'œsophage, l'estomac, ou au début de l'intestin grêle, d'accord, duodénum. On dit en amont de l'angle de traite. L'angle de traite, c'est ce qui sépare le duodénum et du jéjunum. Soit on a, mais elle peut être dans le grêle en aval aussi de l'angle de traite. En fait, c'est plutôt en amont de l'angle de traite, excusez-moi, c'est quand il y a une hématémèse. Quand vous avez une hématémèse, quand vous vomissez du sang, la lésion, c'est aussi un mode d'hémorragie digestive. Quand vous vomissez du sang, c'est l'hématémèse, c'est en amont de l'angle de traite. C'est-à-dire que c'est dans l'œsophage, l'estomac ou le duodénum. Après, le méléna, ça peut être soit en haut, soit dans tout le grêle, et même dans le côlon droit. Par contre, quand vous avez des rectoragies, c'est-à-dire du sang rouge vif, c'est plutôt en général d'une origine colique gauche ou recto-sigmoïdienne, quand c'est de faible abondance. Mais par contre, parfois, ça cette règle est valable, mais quand c'est très 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 abondant et que le sang n'a pas eu le temps de la digérer et que ça descend très très vite, vous pouvez avoir de façon exceptionnelle des ulcères hémorragiques de l'estomac qui peuvent se manifester par des grandes rectoragies. C'est 10% des rectoragies sont d'origine haute. Voilà. Donc retenez, là il n'y a pas hématémèse, mais on peut quand même avoir des lésions du grêle tout proximal du duodénum qui peuvent donner une hématémèse, un vomissement de sang. C'est en amont de l'angle de traite. Le méléna, c'est tout ce qui est haut et tout le grêle et même le côlon droit. En général, le sang a eu le temps d'être digéré. Les rectoragies, c'est plutôt une origine basse, colique basse. Mais quand c'est extrêmement abondant, ça peut, comme dans 10% des cas, c'est extrêmement abondant, ça peut aussi être une origine haute. Et puis de temps en temps, vous n'avez pas d'hémorragie extériorisée, c'est-à-dire que le patient saigne, mais de façon un petit peu chronique, distillée dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'origine occulte, c'est-à-dire qu'on ne voit pas.
on voit qu'il y a une baisse d'hémoglobine. Donc une anémie chez l'homme, ça fait à 13 grammes par litre, et chez la femme, ça fait à 12 grammes par litre. Il y a une baisse de la ferritinémie, et il faut savoir que ça peut avoir une origine grélique dans 10% des cas. Alors ça, c'est juste pour vous dire que on avait des patients qui avaient des hémorragies digestives justement d'origine inconnue. Il y a une étude qui a montré que dans plus de 50% des cas, c'était lié à des lésions vasculaires quand c'est d'origine inconnue. Hein. Quand vous avez, c'est pas le cas où vous avez du méléna ou des rectorragies ou une hématémèse, mais quand c'est comme ça, une espèce de saignement chronique qu'on ne voit pas avec des anémies répétées, dans 50% des cas, c'était lié dans cette étude-là à des lésions vasculaires du grêle. Donc le grêle, en gros, le message, c'est que quand vous avez une hémorragie digestive ou une anémie, une fibroscopie gastro-duodénale, une coloscopie, mais que lorsque vous ne trouvez pas la cause, il ne faut pas hésiter à explorer le grêle, parce que surtout dans les cas des hémorragies digestives occultes, ça représente quand même, il y a très souvent, il peut y avoir des lésions vasculaires du grêle qui saignotent comme ça de façon répétée. Voilà, donc en résumé, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, avec d'une part tout ce qui était diarrhée, syndrome de malabsorption, les tests fonctionnels, et puis pour faire le diagnostic, reconnaître les tests fonctionnels, mais savoir que des maladies peuvent en fait avoir plusieurs anomalies, c'est-à-dire qu'on peut avoir et une malabsorption et une exsudation, comme pour la maladie de Crohn. Que le diagnostic repose comme souvent sur un bilan endoscopique. Ensuite, vous souvenir que les explorations du grêle, quels sont les différents types d'exploration du grêle, outre que biologiques et fonctionnelles, les explorations radiologiques et endoscopiques, et savoir que ces explorations du grêle sont notamment très importantes, outre pour faire des biopsies et faire des diagnostics de maladies, mais aussi dans le cas d'hémorragie digestive, que parfois on n'a pas toujours la réponse et la lésion n'est pas toujours découverte sur les explorations endoscopiques classiques et qu'il faut parfois faire des capsules, des entéroscopies pour mettre le doigt sur la lésion et traiter la lésion si possible. Voilà.